Après la légende dorée, dit-il, de l'Andalousie des trois religions, l'Andalousie des trois religions, c'est une expression traditionnelle, est venu le tableau noir de l'affliction sur un monde musulman réduit tout entier à l'image d'une terre de souffrance, entre guillemets. Un peu ce que dit Paul Fenton. C'est la légende noire qui l'emporte souvent aujourd'hui, substituant aux chromos d'hier des raccourcis tout aussi contestables. Donc, il conteste un petit peu, d'une certaine manière, ce que dit Paul Fenton. La réalité est plus complexe, faite d'étrangeté et de familiarité, de cousinage parfois fraternel et en même temps d'un mépris de plomb, en même temps. C'est une réalité difficile à saisir que celle d'un monde où la symbiose est proche et où les communautés demeurent distinctes. Les mariages mixtes, mixtes entre guillemets, impossibles. La fréquentation limitée aux usages de courtoisie, aux fêtes et aux grandes cérémonies de l'existence. Encore faut-il noter qu'un musulman peut prendre un repas chez un juif et non l'inverse, du fait de la cacheroute. C'est-à-dire que si c'est cachère, c'est aussi halal, mais si c'est halal, c'est pas cachère. C'est pas assez strict. Des goûts communs, une même cuisine, une langue quasiment identique, une même musique. En ce sens, le judaïsme d'Orient fut incomparablement plus et mieux immergé dans son monde environnant que ne le fut jamais le judaïsme européen. Là, je le signale maintenant, je me sépare un peu de Ben Soussan qui parle uniquement des coutumes. Les coutumes étaient très proches, les juifs arabes étaient des arabes en réalité dans leur manière de vivre. Mais il ne parle pas du fond de l'affaire qui est ce qu'est le judaïsme. Et la manière dont le judaïsme envisage, par exemple, le judaïsme, la pensée juive, les textes, la Torah, et ensuite le Talmud et tous les commentaires que ces juifs-là connaissaient par cœur, envisagent le rôle de la femme et la jouissance de la femme. Et la question de la jouissance, puisque c'est ça qui est le nœud de l'affaire autour duquel je tourne depuis tout à l'heure. Voilà. Donc tout cela n'est pas faux, mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas envisagé par Ben Soussan, qui est le côté spirituel, appelons-le comme ça, le côté religieux profond, et qui, selon moi, est le seul à même d'expliquer pourquoi ces choses-là se sont déployées de cette manière-là, aussi agressivement quand même. Le judaïsme d'Orient fut incomparablement plus et mieux immergé dans son monde environnant que ne le fut jamais le judaïsme européen. La foi quotidienne et populaire a apporté son concours à cette coexistence. Dans les zones rurales, sauf dans l'islam chiite évidemment, parce que les juifs étaient considérés comme des charognes impurs, donc il n'y avait même pas de coexistence, il arrivait souvent que les musulmans préfèrent l'abattage rituel juif au leur. En même temps, pourtant, des métiers étaient interdits aux juifs et des fonctions leur étaient imposées. C'est à partir de ces réalités contradictoires qu'il faut appréhender ce monde marqué par la précarité. Voilà, mon intuition, donc j'y reviens. Mon intuition, c'est que les moments de crise dans les sociétés, là c'est un point de vue plus général, ça ne s'applique pas seulement aux sociétés juives dans le monde arabe, les moments de crise sont toujours davantage révélatrices d'une sorte d'invisible normalité ombrageuse, souterraine, fantomatique, plus ou moins inconsciente, que ne l'est la paisible banalité officielle apparente des moments de répit, que les crises sociales viendraient seulement perturber et parasiter, comme une maladie perturbe un corps sain. La bonne santé sociale est un leurre, au même titre que des relations pacifiées entre les classes dans le merveilleux univers capitaliste de l'American Dream, ou celui des Trente Glorieuses. La vérité dissimulée du capitalisme, pour prendre un tout autre contexte, c'est dans les surgissements de contestations et de troubles révolutionnaires qu'elle éclate. La vérité dissimulée du capitalisme, c'est, vous voyez, j'ai même pas besoin de vous commenter cette photo, sur There is no way like the American way, rien ne ressemble à la manière d'être américaine avec le standard de vie le plus haut au monde. Et vous avez une foule de Noirs, évidemment, qui font la queue pour pauvres, méprisés, discriminés, et qui sont le commentaire suffisant du mensonge de cette affiche. C'est le moment de crise qui révèle la réalité d'une société et pas le moment d'accalmie. C'est vrai du capitalisme, et y compris dans le cas des juifs des pays arabes, à propos des luttes justement ou des connivences de classe, voilà comment Ben Soussan interprète très judicieusement l'énigmatique divergence des mémoires juives du Maghreb. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de juifs ayant vécu au Maghreb
qui eux ont un souvenir merveilleux de leur vie au Maghreb. Il dit malheureusement on a été expulsés, on a dû partir, mais on vivait bien, on était heureux avec les Arabes là-bas, avec les musulmans, il n'y a jamais eu de problème. Et Ben Soussan, dans certaines de ses conférences, explique, il dit mais pendant longtemps j'ai pas compris. Comment se fait-il que certains décrivaient ça comme une existence atroce, certains juifs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, et d'autres comme un moment merveilleux. Et il a fini par comprendre. Avant d'être des communautés, écrit-il, communautés entre guillemets, les minorités juives sont d'abord des sociétés traversées de conflits, comme toute société. Structurées et étayées certes par de fortes solidarités, elles sont aussi travaillées par les clivages sociaux et le mépris des riches à l'égard des pauvres, par exemple, y compris à l'intérieur d'une même communauté juive, ou des européanisés à l'égard de ceux qui ne le sont pas. D'autant plus que l'assistance induit parfois la condescendance, c'est-à-dire qu'il y a une forte solidarité des juifs riches envers les juifs pauvres, des juifs européens envers leurs frères de l'Est ou d'Orient, mais ça n'empêche pas de les mépriser. On les aide, mais ça n'empêche pas le mépris. Ça n'empêche pas le sentiment de classe. Il n'existe donc pas une mémoire des Juifs d'Orient, mais des mémoires éclatées, dont les divisions épousent souvent les barrières de classe, dit-il. Et là, il a compris la différence. C'est que ceux qui ont un souvenir heureux de leur vie en Algérie, en Tunisie ou au Maroc étaient en général les nantis, les Juifs qui avaient de l'argent. Et qui n'étaient pas... qui fréquentaient des musulmans bourgeois, ou alors qui avaient des domestiques musulmans, évidemment, avec lesquels il n'y avait pas de conflit, hors les conflits de classe, mais pas de conflit antisémite, ou des musulmans bourgeois qui étaient éduqués à l'européenne, avec lesquels tout se passait bien. Les plus nantis des Juifs du Maroc, dit-il, ont du passé judéo-arabe le souvenir d'une quasi-idylle, entretenant l'illusion d'une fraternité qui les met bien en peine de comprendre le naufrage soudain, entre guillemets. À l'ombre du palais chérifien, la solidarité entre juifs et musulmans est avérée, et bien après l'indépendance, l'entente demeure étroite entre la grande bourgeoisie juive et son homologue musulmane, alors qu'à l'inverse, la différence est considérable entre cette minorité de nantis et la masse des classes populaires. En Libye aussi, selon l'historien Renzo De Felice, le drame des Juifs fut très tôt l'existence de ce fossé entre une élite instruite et européanisée et la masse des Juifs indigènes, pauvres et fatalistes. Pour en revenir à la bascule donc de la normalité dans la crise, on a un autre exemple saisissant de la vie intellectuelle viennoise au début du XXe siècle, à laquelle les Juifs, ou plus généralement les Juifs allemands tout simplement, qui montrent comment tout à coup, quand tout semble aller bien, et tout à coup tout bascule dans l'horreur. C'est que tout n'allait pas si bien. Et c'est ma thèse, évidemment, c'est que l'animosité, elle couvait souterrainement, depuis toujours. Alors, on a la vie intellectuelle viennoise au début du XXe siècle, à laquelle les Juifs, si profondément fidèles à l'Empire austro-hongrois, à toutes ses valeurs, à toutes ses coutumes, participaient à Vienne, on le sait, Vienne fin de siècle et début du XXe siècle, de manière luxuriante, puis après la bascule nazie, j'emploie exprès ce mot de bascule parce que ça reprend un mot qui est en ce moment beaucoup employé, qui est une sorte de périphrase pour le Great Reset du World Economic Forum, qui est la grande bascule. Hein. La bascule nazie, après la bascule nazie, la manière dont la même société si judaïsée, entre guillemets, la Vienne du début du XXe siècle, se retourna contre ces juifs pour les exterminer quasiment du jour au lendemain. Bon, quasiment. Elias Canetti a merveilleusement décrit ce basculement, cette grande bascule, dans son autobiographie Histoire d'une vie. Pour vous montrer que cette question, elle est essentielle, la question du rapport entre la normalité et le massacre. L'accalmie et la crise. La cordialité et la persécution. On vivait, écrit-il, dans son Histoire d'une vie, on vivait dans une vieille capitale qui n'en était plus une, il parle de Vienne, mais qui avait attiré l'attention du monde entier par l'audace et la perspicacité de ses projets sociaux. On y avait réalisé des choses neuves, exemplaires. Elle s'était imposée sans violence. On pouvait en être fier et on vivait dans l'illusion qu'elle se maintiendrait cependant que dans l'Allemagne voisine, donc il parle évidemment des années 30, le grand envoûtement gagnait tous les esprits et que ses porte-paroles occupaient toutes les positions clés de l'État. Mais voici qu'en février 1934,
Le pouvoir de la municipalité viennoise s'était vu brisé. La prostration régnait parmi ceux qui l'avaient exercée. Tout semblait avoir été vain. Ce qui avait fait l'originalité, le modernisme de Vienne était anéanti. Ne restait que le souvenir d'une Vienne d'autrefois, trop proche cependant pour qu'on oubliât sa part de responsabilité dans la Première Guerre mondiale où elle s'était empêtrée elle-même. Il n'y avait plus sur le terrain même d'espoir qui eût contrebalancé la misère et le chômage. Nombreux étaient ceux qui, incapables de survivre dans une pareille vacuité, se laissaient gagner par la contagion allemande et espéraient accéder à une vie meilleure en se laissant absorber par une masse plus grande. La plupart ne voyaient pas que cela risquait d'avoir pour conséquence réelle une nouvelle guerre, et quand ils l'entendaient dire par les rares personnes à en être conscientes, ils refusaient de l'admettre. Voilà, ça se passe de commentaires. Alors je vais maintenant en venir. C'est la seconde partie de cette séance, aux pénibles illustrations de l'extrême dureté de la condition juive en terre d'islam, peut-être d'abord sporadiquement, mais à l'évidence de manière ininterrompue à partir du XIXe siècle, et selon Fenton de tout temps, hein, vous l'avez dit, jour après jour, mois après mois, année après année, siècle après siècle, et cela bien antérieurement à la colonisation française au Maghreb, puis au démantèlement de l'Empire ottoman après 1918, et bien sûr à la création d'Israël en 1948. Tout ce que je vais vous citer aujourd'hui, il y a aussi des choses qui se passent à partir au 19e et au 20e siècle, mais beaucoup de choses sont antérieures pour traquer cette humeur massacrante, l'humeur massacrante de l'islam à l'égard des Juifs.